Je suis Manatsou Andjiataïn. Je suis Eva Carole Ekwedien. J'occupe actuellement le poste de Team Leader par intérim pour l'unité Nature, Climat, Environnement et Résilience au PNUD Madagascar. Je suis actuellement expert énergie et coordonnateur du projet Financement intégré pour l'énergie durable avec le PNUD Madagascar. J'ai une solide expérience dans la conception et la mise en œuvre de projets liés à la résilience climatique, la transition énergétique, la gestion durable des ressources naturelles et le développement durable. Je suis docteur en efficacité énergétique et énergie renouvelable. À la base, je suis ingénieur en génie mécanique et énergétique. Avec des expériences au sein du PNUD Bénin, où j'ai contribué à la gestion stratégique du portefeuille de développement durable et croissance inclusive sur des projets d'énergie. Je cumule plusieurs années d'expérience à travers l'Afrique, avec des expériences de travail au Bénin, au Togo et actuellement à Madagascar. Mon expertise couvre la planification stratégique, la gestion de portefeuilles multi-projets et le renforcement de capacités institutionnelles pour accélérer la résilience des communautés et la transition énergétique juste et inclusive. L'accès équitable à l'énergie et à l'eau et au service public de façon plus générale sont au cœur donc, de la lutte pour la justice et l'équité sociale dans les pays en voie de développement, comme Madagascar. Les derniers événements politiques à Madagascar en sont une preuve palpable. Alors, les enjeux du secteur énergétique à Madagascar. Nous avons le secteur énergétique malgache qui est caractérisé par une faiblesse du cadre juridique, réglementaire et institutionnel, ainsi qu'un faible accès aux énergies durables avec une forte dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles et une vulnérabilité élevée au changement climatique. Vous savez, en 2023, le taux d'accès à l'électricité de Madagascar s'élève à environ 39,35%, avec des écarts notables entre les zones urbaines où le taux va jusqu'à 75% et les zones rurales où le taux va baisser jusqu'à 14%. L'électricité, qui lui-même ne représente que 3% du bilan énergétique global de Madagascar, et la biomasse et les hydrocarbures dominent donc quand on s'intéresse à la consommation finale d'énergie, avec cumulativement plus de 70%, donc 79% de la part du mix énergétique consacré à ces types d'énergie. En ce qui concerne l'accès aux énergies et aux technologies de cuisson propre, c'est-à-dire les énergies et technologies qu'on utilise, qui sont plus respectueuses de l'environnement, qu'on utilise pour la cuisson des repas, qu'on utilise pour le chauffage aussi, entre autres. Dans cette catégorie-là, on va retrouver le biogaz, le gaz de synthèse, le biodiesel, les briquettes écologiques, les charbons écologiques, qu'on appelle encore les charbons verts. On peut aussi retrouver dedans, dans cette catégorie, les technologies efficaces comme les foyers améliorés, etc. Donc quand on s'intéresse au pourcentage de la population malagasy qui utilise les énergies et technologies de cuisson propre, on se retrouve qu'on est autour de 2% en 2023, ce qui est très faible. Donc en gros, nous avons près de 30,7 millions de Malgaches qui n'ont pas accès aux énergies de cuisson propre et dépendent encore pour satisfaire leurs besoins en énergie de cuisson, dépendent encore de la biomasse traditionnelle, notamment du bois et du charbon de bois,
avec une conséquence évidente sur le couvert forestier. Alors, pour résumer un peu les défis du secteur énergétique malgache, nous allons les résumer en quelques points. Le premier point, c'est la faiblesse de l'environnement juridique et institutionnel du secteur, qui est peu inclusif et peu attractif pour les investisseurs étrangers, aussi bien étrangers que nationaux d'ailleurs, ou des investisseurs qui soient publics ou privés, ce qui est donc la clé pour une transition énergétique juste et réussie. Alors, le deuxième point, c'est le faible engagement des institutions financières locales dans le financement du secteur énergétique. Ensuite, nous pouvons aussi à cette liste rajouter la faible mobilisation des financements privés, qui en fait est une conséquence des points que nous avons soulevés tout à l'heure. Et ensuite, nous avons aussi la disponibilité des ressources humaines qualifiées. Une chose est d'avoir les financements, une chose est d'avoir l'environnement juridique institutionnel favorable, mais l'autre chose, c'est de disposer des ressources humaines qualifiées, c'est-à-dire des capacités techniques qualifiées pour accompagner la transition énergétique juste au niveau local. Un autre point serait donc lié à l'insuffisance ou la faiblesse donc des capacités de production et de distribution d'énergie. Et en dernier lieu, on peut aussi citer la forte dépendance des énergies fossiles de façon plus générale en ce qui concerne la consommation d'énergie à Madagascar. Effectivement, l'utilisation des énergies fossiles a des impacts majeurs sur l'environnement et la santé. Voyons d'abord sur le plan environnemental, elle contribue fortement aux émissions de gaz à effet de serre qui sont responsables du réchauffement climatique et qui contribuent aussi à la pollution de l'air et à la déforestation. Nous allons voir un à un ces points. Par rapport à l'émission de gaz à effet de serre, les combustions des énergies fossiles, comme vous avez, qui a été cité tout à l'heure par mon collègue, est responsable d'une part importante des émissions de gaz carbonique. Soit quand vous brûlez du fioul, du diesel ou du charbon pour produire de l'électricité et faire rouler vos véhicules, cela rejette beaucoup de gaz carbonique qui vont, entre autres du gaz carbonique, mais qui vont réchauffer la planète. Et pour Madagascar, en 2024, nous avons émis environ 36 millions de tonnes équivalent de gaz carbonique, dont 1,9 million de tonnes provenant de la production d'électricité et 1,6 million de tonnes du transport. Ensuite, nous avons le réchauffement climatique. Ces gaz qui sont émis contribuent à l'augmentation de la température, à la fréquence des événements climatiques extrêmes quand vous avez. Il y a les cyclones maintenant qui sont devenus de plus en plus forts et de plus en plus intenses. Il y a beaucoup plus la sécheresse qui est beaucoup plus marquée et la dégradation de la nature à côté de tout cela. En ce qui concerne la pollution de l'air, quand on brûle ces carburants, cela libère des particules minuscules et des gaz nocifs, comme les oxydes d'azote et les dioxydes de soufre. Et ce sont ces gaz minuscules qui dégradent la qualité de l'air et nuisent à notre santé, à la santé publique donc. Et enfin, sur l'aspect environnemental, il y a la déforestation. Comme vous savez, la majorité de l'énergie vient du bois pour la cuisson. On a parlé tout à l'heure de 79% du mix énergétique. Les forêts continuent donc à
être coupés pour le charbon de bois, ce qui détruit la biodiversité et favorise l'érosion du sol. Maintenant, nous allons entrer dans la partie impact sur le plan sanitaire. Il y a la pollution de l'air, comme déjà dit tout à l'heure, qui est liée à l'utilisation de ces carburants fossiles et au charbon de bois et qui provoque des maladies respiratoires chroniques. Notamment, il y a l'asthme, la bronchite. Elle est généralement responsable des cancers pulmonaires et des décès prématurés également qui touchent les enfants et les personnes âgées. Chaque année, vous avez qu'à Madagascar, parmi les décès attribués à la pollution de l'air, environ 10% sont liés à la pollution intérieure, c'est-à-dire par la fumée des cuissons, et 4,3% par la pollution extérieure, c'est-à-dire par l'air ambiant que nous respirons tous les jours. Et donc, plus de 95% des ménages qui utilisent encore du bois ou du charbon de bois pour la cuisson sont exposés à des fumées toxiques et cela nuit vraiment à la santé de la famille. Les impacts sur l'utilisation des énergies fossiles ne sont pas seulement écologiques et sanitaires. Il y a aussi un coût économique élevé, en fait, parce que les maladies respiratoires et cardiovasculaires liées à la pollution entraînent des dépenses de santé très importantes. Et donc, cela va aussi réduire la productivité. Il y a le Health and Pollution Action Plan qui a estimé que cette perte s'élève à environ 117 à 166 millions de dollars par an, soit environ 1,2 à 1,7% du produit intérieur brut de notre pays. C'est pourquoi la transition vers les énergies propres est essentielle pour protéger la santé publique, réduire la déforestation et renforcer la résilience climatique. Alors, qu'est-ce que la transition énergétique juste? Je vais d'abord commencer peut-être par définir la transition énergétique. La transition énergétique, c'est le passage d'un système ou d'une économie basée sur les énergies fossiles, notamment le fioul, le diesel, l'essence ou tout ce que nous savons comme hydrocarbures, vers des énergies, un système basé sur les énergies renouvelables, comme par exemple le solaire que tout le monde connaît, l'éolien aussi, la biomasse, l'hydro, la géothermie, etc. Tout en réduisant la consommation d'énergie à travers la mise en œuvre de mesures d'efficacité énergétique. Alors, la transition énergétique juste peut se définir comme étant une combinaison de la transition énergétique avec la justice sociale et économique qui plaide pour la réduction des inégalités et pour garantir que les bénéfices de la transition énergétique sont partagés de façon équitable pour ne laisser personne de côté. En ce qui concerne l'importance de la transition énergétique juste, je peux récapituler cette importance-là en quelques points. Le premier point, c'est que la transition énergétique juste permet de contribuer aux efforts globaux d'atténuation des effets du changement climatique en se basant sur les énergies propres, moins polluantes que les énergies fossiles. On l'a expliqué précédemment. Le deuxième point, c'est que cette transition énergétique juste permet de combler le fossé dans l'accès équitable aux services énergétiques modernes, durables et abordables pour les communautés laissées pour compte, contribuant ainsi au renforcement de la justice sociale. Elle permet aussi
de créer des emplois décents, inclusifs, et de stimuler aussi le développement économique local. Et enfin, la transition énergétique juste permet de renforcer la sécurité publique, la gouvernance et la continuité du service public. Alors, chaque citoyen a un rôle qui peut influencer dans cette transition énergétique. Pour cela, je vais citer quelques points que chaque personne, chaque individu peut entreprendre. D'abord, c'est de réduire sa consommation d'énergie globalement et puis de privilégier des solutions d'énergie renouvelable. Nous avons cité tout à l'heure les types d'énergie renouvelable. Ensuite, on peut adopter des moyens de déplacement respectueux de l'environnement, comme le transport en commun ou les véhicules électriques. Ensuite, on peut adopter des technologies efficaces, c'est-à-dire des technologies peu consommatrices d'énergie, que ce soit pour nos électroménagers ou pour la cuisine. Et enfin, on peut adopter des comportements éco-responsables. La vision du PNUD pour le secteur de l'énergie, on peut la récapituler comme suit. L'énergie, vous savez, est reconnue comme l'une des 6 solutions phares, on va dire, du plan stratégique du PNUD. Elle est liée à tous les domaines fondamentaux où le PNUD intervient, notamment la croissance inclusive, la gouvernance, l'environnement, la santé, l'égalité des sexes, la finance, etc. Le PNUD donc aide les pays à réaliser une transition énergétique juste où les avantages de la transition sont répartis équitablement entre les personnes et la société et où les impacts négatifs potentiels de la transition sont minimisés pour les communautés les plus pauvres et les plus vulnérables. Cette vision du PNUD est donc de catalyser les actions et des partenariats sans précédent pour permettre à 500 millions de nouvelles personnes, dont au moins la moitié sont des femmes, d'accéder à une énergie durable, abordable et fiable et d'accélérer la transition vers les énergies renouvelables grâce à des changements systémiques qui soutiennent des économies vertes inclusives. L'un des 4 objectifs du nouveau plan stratégique 2026-2029 du PNUD est relatif à une planète saine. Ainsi, le PNUD travaille avec les gouvernements, la société civile, les institutions financières et le secteur privé afin de prendre des mesures concertées qui favorisent la prospérité tout en protégeant la planète. Le PNUD compte parmi les principaux partenaires du Fonds vert pour le climat, du Fonds pour l'environnement mondial, du fonds multilatéral aux fins d'application du protocole de Montréal et participe à d'autres initiatives multilatérales et bilatérales. À ce titre, le PNUD gère un portefeuille intégré cohérent de projets portant sur les énergies renouvelables, l'adaptation ou les solutions fondées sur la nature dont il soutient la conception et la mise en œuvre. Il aide également les pays à tirer parti des nouveaux modes de financement tels que les obligations vertes, les paiements fondés sur la performance, les marchés de droits d'émissions de carbone et les financements mixtes. Le PNUD mettra donc l'accent sur les leviers de changement qui permettent de moduler l'impact des interventions dans les domaines du climat, de la nature, des produits chimiques et de l'énergie durable. Il propose principalement
des interventions dans les domaines suivants. Mise en œuvre des solutions fondées sur la nature, application de mesures d'atténuation, d'adaptation, de résilience, renforcement de capacités pour une transition énergétique juste et durable, circularité des matériaux et lutte contre la pollution, gestion et protection des forêts et des terres, mise en place de systèmes alimentaires durables et gestion des océans et des écosystèmes d'eau douce. Le PNUD soutient les efforts déployés par les pays pour impliquer les jeunes dans les négociations sur le climat et l'élaboration des politiques. Alors, le PNUD de Madagascar, dans son document de programme pays pour la période de 2024 à 2028, vise au moins 15 000 nouvelles personnes qui auront accès à une énergie propre, abordable et durable, en milieu rural notamment, et dont 60% seront des femmes. Cette vision se matérialise par la mise en place d'un portefeuille programmatique qui est la transition énergétique inclusive. Le PNUD de Madagascar intervient dans l'électrification rurale, l'efficacité énergétique et la cuisson propre, qui sont des sous-secteurs où le PNUD a un avantage comparatif certain, tout en ciblant donc les communautés rurales laissées pour compte et vulnérables. La stratégie d'intervention du PNUD combine des interventions au niveau stratégique, au niveau communautaire et au niveau méso, en travaillant prioritairement en zone rurale et périurbaine pour ce qui concerne l'électrification, mais aussi au niveau urbain pour l'efficacité énergétique et la cuisson propre, avec une forte implication et engagement du secteur privé, des organisations de la société civile, des communautés de base et des institutions financières. Donc, pour résumer un peu, d'une façon générale, le PNUD de Madagascar intervient sur deux volets. Le premier volet, c'est relatif au renforcement des cadres légaux et institutionnels du secteur de l'énergie. C'est pour rendre favorable la réalisation de la transition énergétique juste au niveau du pays. Et le deuxième volet se concentre sur l'augmentation de l'accès juste et équitable des populations vulnérables aux services énergétiques modernes, durables et abordables.